Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Nous voici à Bogota, dans les rues bruyantes de la capitale colombienne, aux côtés d'Anaël, partie pour plusieurs mois dans une fondation auprès de grand-mères défavorisées. Entre les archives et le temps précieux passé avec chacune de ces grand-mères, Anaël a découvert une vérité bien plus grande. Mais je n'en dis pas plus, plongeons dans sa mission. Bonjour, je m'appelle Anaël, j'ai 23 ans et je suis actuellement élève avocate. Je suis partie avec Fidesco en mission en Colombie de janvier à toute fin août 2022. J'ai été envoyée à Bogota dans une fondation maison de retraite qui accueillait comme résidentes des grand-mères colombiennes sans ressources ni famille pour prendre soin d'elles. Et ces grand-mères, elles s'appelaient Paolina, Rosa Elvira, Teresa, Maria Ignacia, Ana Celia, Pascuala, Carmen Thea, Josefa, Virginia, Doralba et Charlito. Et cette dizaine de grand-mères ont été vraiment le centre de gravité de ma mission en Colombie. Et ma mission sur le terrain, c'était responsable communication et recherche de fonds. Je suis partie sur une mission courte parce que j'étais en césure entre mon Master 1 et mon Master 2 et j'avais l'obligation universitaire de faire un certain nombre de stages que Fidesco ne validait pas. Donc je n'avais que 8 mois pour partir en fait. Donc j'ai donné tout ce que j'avais et ça a pu être pris en compte par Fidesco pour le choix de la mission qui avait besoin d'une personne sur ces échéances-là. Alors la mission à Bogota, c'est une mission dans une grande ville. Fidesco envoie en mission dans des tas de contextes différents. Et entre un village dans la brousse en Afrique et une capitale de 8 millions d'habitants, c'est très différent. Donc la mission, pour moi, c'était plonger dans cette culture latino-américaine que je connaissais absolument pas. Je parlais pas un mot d'espagnol, j'étais jamais allée en Amérique du Sud. Et voilà, c'était une grande ville assez marquée par les disparités sociales. Donc une ville un peu classée par quartier en fonction des ressources des habitants. Et donc qui crée vraiment un peu une espèce de ghettoisation avec des quartiers vraiment très très pauvres, des quartiers extrêmement riches. Et tout ça se mélange pas du tout en fait, mais vit à côté. Et donc nous on était sur une catégorie de 1 à 6. La maison des volontaires était dans un quartier 3. Donc 1 étant le plus pauvre et 6 le plus riche. Donc on était vraiment au cœur d'une population assez humble. Et en même temps, on avait une maison dans laquelle on évoluait à 5 volontaires sur le terrain, répartis dans 2 fondations différentes. Voilà, Oriane, Nolwenn et Guillemette travaillaient pour des enfants handicapés dans leur métier de psychologue, psychomotricienne, ergothérapeute. Et avec Blandine, on était donc à la Fondation Jean-Paul II, qui s'occupait de personnes âgées. Voilà. La vie à Bogota, elle m'a semblé un peu dépaysante au début, aussi par rapport à ce que je pouvais concevoir d'un pays de mission, étant donné que la misère n'était pas non plus visible de manière permanente dans le quartier où on habitait. On n'était pas dans les quartiers vraiment les plus chauds où les gens vivent dans la rue. Il y avait effectivement quand même des recycleurs qui poussaient leur chariot en vidant les poubelles tous les jours autour de nous. Il y avait une misère présente, mais en même temps pas aussi visible. Et moi, je travaillais dans une fondation où les résidentes étaient bien choyées. Il y avait du personnel, c'était propre. On pouvait ne pas avoir le sentiment d'être voilà, en tout cas tant que ça dans une misère visible. Mais après, c'est en creusant les histoires de chaque grand-mère, en l'occurrence à la Fondation, qu'on comprenait vraiment d'où elles venaient et de quelle misère elles étaient sorties et à quel point c'était bon pour elles aujourd'hui de vivre dans un cadre où on prenait soin d'elles. Donc voilà pour la vie à Bogota. Après, c'était voilà, les marchés typiques, les voisins, la paroisse locale dans laquelle on s'insérait a été hyper chaleureuse, accueillante, etc. Bogota, c'est une ville entourée de montagnes, donc on a à la fois l'impression d'être dans une énorme ville et en même temps les bâtiments sont pas très hauts, on voit les montagnes de partout. Donc il y a quand même cette présence de la nature. On avait un colibri dans notre jardin parce qu'on avait une petite cour qu'on partageait avec les voisins. Donc c'était assez simple, un mode de vie vraiment plutôt modeste, un quotidien aussi qui se vit vraiment avec le soleil, quoi. On se réveillait à 5h30, on se couchait à 21h30, parce qu'en fait la vie là-bas est rythmée comme ça. Et c'était... je trouve que le rythme s'est pris assez vite. Et puis quand même dans la vie à Bogota, avec le changement d'environnement complet, le changement alimentaire aussi,
est venu, enfin, sont venues des petites complications d'un point de vue de santé assez rapidement, où voilà, on a été pris en charge très bien parce qu'il y a des hôpitaux de très bonne qualité et des services de santé hyper bien développés dès qu'on a un tout petit peu les moyens. Donc, on a été pris en charge, mais ça, on a mis un peu de temps. En tout cas, nos estomacs fragiles des jeunes Françaises ont mis un peu de temps à s'acclimater aux différences, ne serait-ce qu'alimentaires, voilà, pour l'environnement à Bogota. Le colibri, on lui avait donné un nom. Je me souviens pas. Mais oui, il était là tous les matins. Et il était dans notre arbre à colibri. Et c'était vraiment une petite récurrence. Ouais. Il y en avait quelques-uns dans la ville. Enfin, je pense qu'il y en avait plein. Mais il y en avait un dans notre jardin, toujours le même, qui faisait son petit cri, qui nous disait bonjour. Alors moi, je suis partie en janvier, ce qui est pas très habituel. Et donc, j'ai pas pu faire la session de formation et la session d'envoi comme tout le monde. C'était aussi lié au fait que je partais moins longtemps comme stagiaire. Donc on m'a annoncé ma mission 2 ou 3 mois avant le départ et j'ai pu participer, en fait ça c'était quand même une chance, au week-end retour des volontaires de l'année précédente. Et moi ça a été un week-end où j'ai été formée, où tous les membres de l'équipe Fidesco se sont un peu relayés pour me faire des topos mais hyper personnalisés du coup en one-to-one sur la mission. Donc c'était vraiment très riche. Et puis surtout de voir tous les volontaires qui rentraient, d'entendre un peu leurs témoignages, ça m'a vraiment donné encore plus hâte de partir. Et quand j'ai appris ma mission, j'ai été surprise d'être envoyée en Amérique du Sud parce que effectivement, je parlais pas un mot d'espagnol. Et en même temps, j'avais vraiment le désir en partant en mission de vivre un abandon un petit peu radical et de vivre un grand dépaysement. J'avais envie d'être un peu perdue en fait pour expérimenter ce que ça fait de faire tomber un peu tout ce qui fait notre force en France, enfin, mes habituels piliers, la présence de ma famille, de mes amis, de ma culture, de mes études, etc. Pour vraiment être un peu dénudée, retrouver un peu l'essence de ce que je suis, puis rencontrer aussi, faire l'expérience de Dieu présent à mes côtés d'une manière un peu plus concrète. Parce que quand il n'y a plus rien de stable autour de soi, quand il y a un changement un peu radical d'environnement, forcément, des phrases comme mon roc, c'est toi, Seigneur, prennent plus de sens. Donc c'est ce que je voulais vivre, le grand dépaysement, et j'étais prête, et c'est pour ça que j'ai demandé à partir avec Fidesco d'ailleurs, parce que j'avais bien compris qu'on choisissait pas son lieu de mission. Donc quand j'ai reçu la Colombie, voilà, je suis arrivée avec tous mes préjugés de française sur ce que ça pouvait être, et en même temps assez vite, je me suis renseignée, j'ai commencé à prendre contact avec les volontaires déjà sur place et j'étais très heureuse de cette destination. Enfin, je pense que je me serais réjouie quelle que soit la destination, mais c'est devenu très concret à partir de l'annonce et j'ai pu préparer mon départ. Voilà. Mais comme je parlais pas espagnol, c'est vrai que ça m'étonnait un peu. Et puis, Fidesco envoie de manière générale les volontaires dans leur domaine de compétences professionnelles. Et moi, j'étais étudiante en droit et commerce, donc je me disais, où est-ce qu'ils vont pouvoir m'envoyer ? Je leur ai pas dit que j'avais pas de compétences. Qu'est-ce que ça va donner ? Et en fait, voilà, envoyé comme responsable communication recherche de fonds. Bon, je me suis dit, on va découvrir. Et sur place, bon, ça s'est pas exactement concrétisé comme ça, enfin sous ces termes. En tout cas, ma mission, c'était parce que je parlais pas espagnol. Ça a pas pu être tout de suite dans une grande ville pour une fondation, enfin institutionnalisée, tout ça, de faire de la recherche de fonds, par exemple. La communication, j'en ai eu un petit peu, mais assez rapidement, j'ai plutôt été envoyée sur des missions d'archives. Assez rapidement, j'ai été envoyée sur une mission d'archives. En fait, la responsable en charge de la fondation à ce moment-là, ça tournait pas mal. C'était pas un poste très stable. Et celle qui est arrivée à peu près en même temps que moi a décidé qu'il était bon de savoir tout ce qu'il y avait dans les placards et de retrier tous les documents. Donc, je me suis retrouvée sans parler un mot d'espagnol à devoir, pendant plusieurs semaines qui se sont transformées en plusieurs mois, trier les archives de la fondation. Et c'est vrai que c'est pas du tout un truc auquel je m'attendais initialement. Ça a été un peu éprouvant d'une certaine manière, mais enfin, il y avait aussi des points positifs, c'est-à-dire que je pense que ça m'a aidé à rentrer dans l'espagnol un peu plus vite. Le fait de lire de l'espagnol toute la journée, en 3-4 mois, c'était acquis. Je commençais vraiment à pouvoir m'exprimer, à comprendre, donc c'était bien. En revanche, c'était un travail un peu fastidieux, un peu pas forcément très humain, où on voyait pas immédiatement le lien entre je donne 8 mois de ma vie pour aller servir les pauvres, et en fait, voilà, je mets des archives dans des cartons et je fais des tableaux Excel pour résumer un peu, avec un sentiment parfois presque de vraiment grande inutilité, en se disant je ferme des cartons que personne ne rouvrira jamais, voilà. Et en même temps, je pense que c'était exactement ce qu'il fallait pour
moi, me faire travailler en profondeur sur des points comme l'humilité, comme l'attention aux toutes petites choses au quotidien, même la capacité à mettre de l'amour derrière la plus humble des tâches. Et donc, à ce moment-là, on avait une bibliothèque dans la maison qui avait été constituée par tous les précédents volontaires français. Et donc, j'ai trouvé des livres, notamment sur Sainte Thérèse de Lisieux, un autre sur Frère Laurent de la Résurrection, ce qui est un saint aussi, un frère carme, qui est jamais sorti de sa cuisine, mais qui est devenu un grand saint en mettant la présence de Dieu dans chaque toute petite tâche. Et pour moi, ça a été lumineux de me dire, OK, en fait, à chaque fois que je tourne une page d'archives, que je ferme un carton, je peux le faire avec la grande foi que si c'est fait par amour, ça apportera du fruit. Enfin, même si c'est très hypothétique, ça repose que sur la foi. En l'occurrence, moi, ça a duré 5 mois, les archives. Je faisais pas que ça de mes journées. Je passais des beaux moments le matin, le soir et pendant le service des repas avec les résidentes. Parfois, je suppléais un petit peu Blandine qui s'occupait beaucoup plus des activités de groupe et sportives, etc., parfois culturelles proposées. Mais sinon, c'était quand même le gros de ma tâche, un peu administratif, voilà. Et puis, il y a eu un moment de bascule important dans ma mission et dans ce travail d'archives. C'est quand ma chef, donc cette responsable à ce moment-là, m'a demandé quelque chose que j'ai considéré comme étant vraiment absurde. C'est-à-dire, non seulement c'était pénible un peu, mais en plus, ça n'avait aucun sens et ça pouvait même finalement être un problème, apporter plus de problèmes que de solutions à la Fondation. C'était quelque chose d'extrêmement simple. Enfin, c'était la question de savoir si on mettrait pas des archives qui étaient dans des sacs, dans des cartons. Bon, c'est un problème qui paraît vraiment pas existentiel. Et pourtant, pour moi, ça a été un nœud de la mission. Vraiment un tournant un peu radical dans le don de moi-même. Notamment parce que est montée à ce moment-là un peu une grande colère en moi contre cette chef qui me demandait quelque chose d'absurde parce que mettre des cartons, ça aurait pris plus de place, ça rentrait plus dans l'armoire, il fallait 3 portes pour accéder à ce truc-là et elle voulait des cartons parce que c'était plus beau. Enfin, vraiment, ça n'avait vraiment aucun sens à mes yeux et je me suis un peu... pas révoltée, mais je lui ai exprimé fermement mon désaccord. Et j'ai senti beaucoup de colère monter. Et pas très longtemps avant, j'avais lu quelque chose d'intéressant sur un peu le discernement des esprits, c'est-à-dire quand c'est l'Esprit Saint qui t'incite à agir, à penser, ou quand c'est plutôt le mauvais esprit, quoi. Le diable qui peut aussi te susurrer des trucs. Et puis ta voix au milieu de tout ça et comment discerner les trois. Et cette colère qui montait, elle s'en est suivie par 3-4 collègues qui sont venus me voir en me disant « Mais t'as raison, cette chef, on peut pas l'aimer. Enfin, c'est vraiment horrible, etc. » Et là, je me suis dit « Stop, c'est hyper clair que c'est pas l'Esprit Saint qui parle. » Là, enfin, ça m'a un peu amené à me dire « Bah là, c'était pas concret pour moi, cette histoire de discernement des esprits, mais là, le diable t'est cramé, quoi. » Et du coup, ça m'a pris du temps. J'arrivais pas à poser ce consentement d'accepter ce qu'elle me demandait. Donc, j'ai juste lâché un peu le travail un moment. Je suis revenue après le week-end. J'ai prié pas mal. Donc, c'était sur un sujet anodin, encore. On reste là-dessus, mais qui en moi faisait bouger beaucoup de trucs. Et je me suis finalement décidée et j'ai accepté. Alors, j'ai acquiescé. Je me suis dit, OK, par amour pour cette chef, en fait, je vais pas mener la révolte sur un truc qui n'a aucun intérêt, qui met pas en jeu ma conscience, etc. Mais par amour pour elle, je vais faire ce qu'elle me demande, en fait, tout simplement. Et je vais pas mener cette révolte de désamour contre elle, mais je vais consentir et obéir. Et à ce moment-là de ma mission, j'étais vraiment prête à faire des archives toute ma vie, quoi. Enfin, c'était un espèce de consentement qui était au-dessus de mes forces, mais avec la prière, avec les conseils aussi, voilà. J'ai pu poser ce choix. Et ce qui est assez fou, c'est qu'une semaine plus tard, j'ai eu le temps de faire ce qu'elle m'avait demandé. Et une semaine plus tard, j'ai été libérée des archives pour toute la suite de la mission. Parce que Blandine a été malade, j'ai dû la remplacer auprès des grands-mères. Je suis partie quelques jours en vacances. Et à mon retour, on avait changé de chef. Parce qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose qui ne matchait pas non plus forcément dans son rapport à la gestion de la fondation. Mais moi, au bout de 5 mois de travail fastidieux d'archives, poser ce oui qui était au-dessus de mes forces et pourtant y aller finalement en engageant toute ma liberté, ma volonté dans une démarche d'amour, ça m'a permis après j'en ai été libérée et j'ai pu vivre d'autres missions au cœur de la fondation et ça a été un peu vraiment un tournant, quoi. La routine au quotidien de missionnaire à Bogota, pour moi, c'était commencer ma journée à 5h15
Je prenais, moi, sur les toits de tôle, on avait un accès au toit, un moment de prière silencieuse devant le lever de soleil, c'était vraiment magnifique. Et puis, il y avait le petit-déj avec les filles de la maison et on prenait un temps de louange à 6h20, tout ensemble, toutes les 5, pour confier au Seigneur notre journée avant de partir chacune sur nos lieux de mission. Nous, comme on était très proches de notre fondation, on n'était qu'à 10 minutes à pied. On avait ensuite 1 heure pour faire ce qu'on voulait. Donc, moi, j'avais quelques cours en ligne à valider, donc je devais faire ça. On faisait du sport, on cuisinait à ce moment-là. Puis, on partait pour être à la fondation à 8h30. Et c'est drôle parce qu'on croisait sur le trajet toujours les mêmes personnes. Le vendeur d'empanadas, le garagiste, etc., qui était le gardien d'un immeuble, qui était toujours devant leur boutique respective et qui nous saluait vraiment tous les matins. C'est devenu une routine le matin ou le soir de croiser ces personnes. Et c'était juste c'est sympa. Arrivé à la fondation, on faisait un tour de toutes les grand-mères pour les saluer, voir comment elles allaient, etc. En Colombie, on mange très souvent, donc il y avait des repas servis, le goûter du matin, le déjeuner, le goûter de l'après-midi, le dîner à 17h. Moi, je retournais aux archives, donc avec des allers-retours un peu entre les grand-mères, les activités et puis le travail plus administratif. Ensuite, on finissait notre journée à 17h30 et on avait la chance d'être juste à côté d'une paroisse et la messe commençait aussi à 17h30. Dans la paroisse, c'était à 10 minutes à pied, 5 minutes en courant et le prêtre était en retard, donc j'étais toujours à l'heure. C'est vrai que cette étape de la messe sur le retour du trajet, c'était hyper précieux. Je pense que c'était un énorme pilier de ma journée qui stabilisait aussi toute la mission et ce que j'avais à apporter après. Et puis, après cette messe, on rentrait dîner. Et là, on avait une vie simple, on se racontait nos journées, on partageait sur différentes choses, on cuisinait ensemble et en fait, on se couchait assez tôt. Bogota, ça reste une ville pas forcément hyper sécure, donc on sortait pas après 18h parce qu'il faisait nuit à 18h tout simplement. Et on sortait pas seul, mais ça nous manquait pas. C'est-à-dire que on était entre nous comme presque une petite communauté, une petite famille qui partageons beaucoup. Ces journées-là, elles se suffisaient à elles-mêmes. Et le week-end, on avait souvent plus d'activités. On allait retrouver des gens de la paroisse qui nous invitaient chez eux. On allait un peu en vadrouille dans les montagnes autour de Bogota sur des circuits sécurisés. Voire, on partait en week-end, ça nous est arrivé un peu plus loin, chez des amis rencontrés sur place. Un gars qui était en stage à la fondation qui nous a invités chez son père dans une ville plus loin. Ça nous a permis de découvrir un peu le pays. Mais donc voilà, journée type un peu comment ça se présente. Et la régularité, en fait, le quotidien. Au début, je pensais que ça... je savais pas trop. Je pensais peut-être que ça me pèserait un petit peu. Et en fin de compte, c'était source d'une grande paix. Chaque jour arrivait après le suivant d'une manière simple. Il n'y avait pas des projets sur 3 mois, toutes les week-ends pris, comme ce qu'on peut connaître dans la vie parisienne actuellement. Les soirées, en fait, étaient simples. Et ce quotidien-là, il permettait de prendre chaque jour comme un jour nouveau, de vivre rien que pour aujourd'hui, en se disant ce qui compte, en fin de compte, dans ma mission, là, dans ce temps donné, c'est de vivre chaque jour. En fait, c'est juste le poids d'amour final de ma journée, qui va avoir une importance. J'accomplis, ça c'était un truc important. J'avais pas l'impression d'accomplir grand-chose par rapport à la France où je pouvais être engagée dans le scoutisme, dans des groupes de prière, etc., où le cercle de rayonnement est assez large, en fin de compte. Là-bas, mon cercle de rayonnement, c'était vraiment mes colocs, donc mes co-volontaires, les 12 grand-mères de la fondation, les 6-7 collègues qu'on croisait dans la journée, et puis la paroisse, les quelques amis qu'on s'était fait là. Mais c'était, en fin de compte, assez réduit, assez concentré. Mais du coup, précieux parce que recentrant aussi vachement sur l'essentiel, Ma première mission, c'est d'aimer ceux qui sont autour de moi. Et rentrer dans cette logique-là, ça rendait un quotidien vraiment apaisé, tranquille, loin aussi de toute forme de préoccupation angoissante ou je sais pas quoi sur des questions de futur. En fait, là, on a un temps donné, on n'a rien d'autre à faire que aimer, accomplir notre mission du mieux qu'on peut. Et ça, c'était globalement source d'une grande joie quand même. Il y a vraiment un moment dans ma mission qui m'a rappelé cette exigence de l'amour quotidienne, et le fait que ce soit la seule en fait raison de ma présence là-bas. C'était d'être confrontée à une grand-mère qui s'appelait Rosa Elvira, qui avait 97 ans et qui est d'ailleurs décédée au cours de ma mission. Et j'ai eu avec elle une relation assez belle. En fait, elle était donc âgée, presque totalement sourde, elle souffrait pas mal, mais elle avait un regard vraiment hyper
hyper intense et perçant, et on pouvait passer plusieurs longues minutes, enfin un quart d'heure, juste à lui tenir la main en silence et à la regarder. Et on se regardait et on se tenait la main et parfois on se tapait un peu la tête, le front. Et il se passait énormément de choses alors qu'on ne disait rien du tout. Et un jour en particulier, on était comme ça, enfin à se tenir la main, à se regarder. Et elle a plongé son regard dans le mien et elle m'a dit « Est-ce que tu m'aimes ?» en espagnol. Et là, moi j'étais complètement... j'ai été un peu bouleversée par ce moment. Et je l'ai vu un peu comme la demande de Jésus à Pierre, quoi. Est-ce que tu m'aimes? Et il fallait que je lui réponde, quoi. Il fallait que je lui réponde, elle l'attendait. Et du coup, je lui ai exprimé ce oui, Rosa Elvira, je t'aime. Et en fait, c'est pour ça que je suis là. Et ça a été un moment vraiment intense d'expression du pourquoi de ma présence là-bas, du pourquoi de ma mission. De rappel aussi que oui, je l'aime et en fait, c'est tout ce qui compte, quoi. Je peux faire des archives dans le bureau d'à côté. Si je suis là, c'est pour les aimer, quoi. Donc ce moment-là était un peu aussi un deuxième micro-tournant. C'est dingue parce que ça se joue à un échange de quelques secondes et en fait, qui a remis en perspective tous les mois que j'ai passés là-bas en leur donnant un sens hyper profond. Et le fait de l'exprimer, alors que c'était déjà vécu, mais le fait de l'exprimer, ça m'a fait entrer dans une dimension nouvelle de conscience de l'importance du caractère même central de cet amour que j'avais pour elle. Et qu'elle me rendait bien par leur chaleur, leur expressivité, leurs petites chansons, leurs surnoms. Elle m'appelait leur Niña Bonita, etc. C'était vraiment une belle complicité qui s'est créée avec ces résidentes. En fait, c'est vraiment des résidentes, des vieilles dames qui ont connu des grandes situations de misère, qui étaient pour la plupart toute leur vie employées de maison dans des familles riches, qui viennent de la campagne, qui ont évolué dans des milieux assez pauvres et qui n'ont aucun moyen aujourd'hui. Et en fait, le fait de se retrouver par la générosité de quelques fondatrices de la haute société colombienne qui ont été marquées par les situations précaires des personnes âgées sans ressources et de la paroisse locale, cette générosité leur permet d'avoir une vieillesse mais un peu rêvée, quoi, parce qu'elles sont vraiment prises en charge, accompagnées à travers 1000 activités d'art, de botanique, de petits quiz culturels, de sport, etc. On les connaît, on les appelle chacune par leur nom, on les embrasse. Elles vivent chez elles dans cette fondation. C'est que des grand-mères qui sont encore valides, plus ou moins, mais quand même entre, je dirais, 85, 86 et 96 ans. Donc, ça reste un public fragile et vulnérable dont on prend soin d'une manière hyper joyeuse et effectivement, ça se ressent dans le climat au quotidien qui rayonne un peu de leur joie d'être enfin soignée par quelqu'un, quoi. Qu'enfin quelqu'un s'occupe d'elles. Là où c'est peut-être pour elles, quand elles arrivent là, une première dans leur vie, en fait, que quelqu'un d'autre prenne soin d'elles. Alors moi, je suis arrivée à Bogota devant la porte de la maison et j'ai rencontré mes 4 futurs colocs co-volontaires, donc Nolwenn, Blandine, Guillemette et Oriane, qui avaient déjà un peu leur rythme depuis septembre. Donc c'était un petit défi de me dire ok, on va vivre ensemble pour les 8 mois qui viennent. Je vais m'intégrer dans le quotidien qu'elles ont déjà bâti. Et ça s'est vraiment très bien passé, en fait. On a eu cette chance de très bien s'entendre. On avait toutes plus ou moins le même âge, entre 21 et 23 ans à ce moment-là. Et des caractères très différents. Mais la mayonnaise a bien pris, quoi. En fait, on s'est vraiment bien entendus. On a assez vite partagé beaucoup de choses. Je suis arrivée donc en janvier. Et puis, on a décidé de suivre ensemble un parcours un peu spi jusqu'à Pâques. Et du coup, ça nous conduisait à avoir des échanges tous les soirs sur des textes, doctrine, c'était pas... Il y avait un peu de catéchisme de l'Église catholique, des extraits de vie de sainte, etc. Et puis des questions. Et donc, vivre ça un peu, choisir cet engagement tous les soirs, en plus de la louange ensemble tous les matins, ça nous a permis tout de suite de rentrer un peu dans une connaissance profonde les unes des autres. Et le quotidien s'organisait de manière assez simple. On avait quelques trucs qui étaient vraiment très carrés. Le samedi matin, il y en a 2 qui allaient faire les courses, 3 qui faisaient le ménage et on tournait toutes les semaines.
Donc on avait décidé de tout mettre en commun. Donc chacune mettait dans une enveloppe commune à proportion de ce qu'elle recevait, donc de la part de Fidesco notamment. Parce qu'en tant que stagiaire, moi je recevais pas de mensualité. On prenait en charge mon billet et mon logement sur place, mais c'était tout. Donc je mettais moins dans l'enveloppe que celle qui recevait en plus les 200 €. Enfin, je sais pas exactement combien par mois. Et là-dessus, on faisait les courses ensemble, on cuisinait les unes pour les autres et on faisait des points de coloc assez régulièrement pour se dire les choses simplement quand ça convenait pas ou qu'il y avait des réajustements à faire. Il y avait une vraie qualité d'écoute, on était aussi un peu un noyau de soutien en fait. On se partageait ce qu'on vivait, ce qu'on découvrait. Et donc avoir cette soupape de la maison pour se partager les choses, pour discuter, pour cuisiner des trucs français de temps en temps, c'était vraiment une joie. Et puis ensemble, on s'est fait des amis qu'on avait ensemble. Chacune avait un peu ses petits trucs de son côté aussi quand elle avait besoin. Hein. Blandine allait courir tous les matins. Voilà. Mais en fait, on sortait pas souvent seul, ça c'est vrai. En revanche, on a eu quelques jours de festivos, c'est-à-dire le jour férié, quand ça tombe un week-end, il bloque toujours le lundi. Donc il y a beaucoup de week-ends de 3 jours dans l'année, en fin de compte, où on est partis ensemble vadrouiller un petit peu, découvrir la beauté du pays. Et ça nous a soudés aussi. Et depuis notre retour, là, on n'est pas rentrés tout au même moment parce qu'il y en a qui partaient pour 1 an, d'autres pour 2. Mais depuis notre retour, on a décidé de se faire un week-end ensemble par an. Le premier, c'était nos retrouvailles en Normandie l'année dernière. C'était vraiment une joie de pouvoir se remémorer tout ce qu'on a vécu et puis de continuer à construire cette amitié qui est unique parce c'est les seuls qui peuvent vraiment connaître et comprendre ce qui s'est passé en Colombie, qui est quand même quelque chose qui n'était pas une parenthèse, quoi, qui est quelque chose de structurant pour la personne qu'on est devenue chacune. Donc c'est vraiment toujours une joie de se revoir. La mission, pour moi, ça a eu un impact vraiment important sous plusieurs aspects. Je pense que ça a changé des choses qui peuvent avoir l'air minimes, mais qui en fait sont importantes. Notamment parce que je suis pas rentrée avec une personnalité différente. On dit on va rentrer différent, transformé, etc. Je pense que je suis profondément la même, mais ça m'a donné et ouvert le temps, en fait, de découvrir et d'expérimenter des facettes de ma personnalité ou des façons d'être que la vie et sa frénésie ici me donnaient pas la possibilité de voir. Notamment le fait de sortir de la logique du résultat, du faire à tout prix. En fait, là-bas, c'est pas le résultat qui comptait du tout, parce que le résultat, c'était avoir bien fait les archives. Effectivement, c'était important, mais c'était pas le cœur. Donc, sortir du faire, du résultat, pour rentrer vraiment dans l'être, dans la qualité de l'être au présent, quoi. Donc, ce rapport au temps, au présent, l'essentiel, qui est pas dans un futur qui n'existe pas encore, dans des milliards de plans ou je sais pas quoi, mais dans la qualité d'être au présent, je pense que ça a un peu changé quelque chose en moi. Et un autre, c'était, en fait, par ce travail un peu aride des archives, j'ai pu expérimenter ce qu'on dit souvent, notamment dans l'engagement guide aîné. Moi, j'ai été scout, aime ce que tu fais avant de faire ce que tu aimes. C'est une phrase que j'avais reçue en me disant, ok, en fait, moi, je fais beaucoup de trucs que j'aime en France de manière générale. Mais là, aime ce que tu fais, c'était recevoir cette mission que tu n'as pas choisie, décide d'y mettre de l'amour. Et avoir expérimenté ça me permet, de retour en France, de vivre avec la même intensité d'amour les choses que je dois faire aussi par contrainte parce que qui sont moins drôles ou je sais pas. Au retour de mission, assez vite, j'ai pu participer au week-end retour organisé par Fidesco, qui donnait quand même pas mal de clés sur la manière de vivre ce retour. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, mais il y avait un couple présent, notamment entre d'autres personnes, qui venaient témoigner de leur propre retour 6 ou 7 ans plus tôt. Et le gars a pris la parole en disant « Moi, ça a eu un impact important dans ma carrière. Avant, j'étais avocat d'affaires dans un gros cabinet et maintenant, j'ai monté mon cabinet. Et je m'attache à faire plus attention à l'humain, enfin, à remettre le service au cœur de la profession. » Et moi, ça m'a évidemment intéressée. Enfin, c'était mon domaine. En fait, il s'avère que le cabinet où il était le même que celui dans lequel j'avais fait mon stage avant de partir en mission. Donc on s'est vu assez vite, on s'est dit ok, on prend un déj pour parler simplement d'être chrétien, engagé, missionnaire et avocat, et avocat d'affaires a fortiori. Et ces discussions s'achèvent par le fait que je vais réaliser mon stage final en fait dans son cabinet actuellement. Donc c'était un peu une petite
petite perle de mission aussi et un exemple d'à quel point le Seigneur nous guide. En fait, en le rencontrant, j'ai compris que c'était possible. Voilà, il est père de famille, il vient d'avoir son 3e enfant, il est engagé, il est avocat. Voilà, donc moi, ça m'a ouvert les yeux sur des petites fenêtres, en fait, qui peuvent peut-être correspondre à ce que je recherche. Et en tout cas, je vais découvrir à partir de janvier comment fonctionne son cabinet et je vais pouvoir travailler avec lui. Donc, je suis très contente de ce petit fruit aussi du week-end Retour Fidesco et qui m'a permis d'atterrir de manière assez sereine. J'ai dit que mes parents étaient venus me rendre visite. Je leur ai demandé de me rapporter des tours Eiffel porte-clés et des médailles miraculeuses. Et en fait, avec ces tours Eiffel porte-clés et médailles miraculeuses, j'ai fait le tour de tous ceux que je connaissais, qui m'étaient chers, qui étaient devenus des connaissances. Donc mes collègues en premier lieu, les grands-mères, à qui on a pu distribuer une tour Eiffel et une médaille. Et en fait, ils étaient trop touchés. Alors, ils sont très dans l'expressivité, dans les cadeaux, même des trucs qui nous semblent à nous anodins. En fait, une tour Eiffel, eux, ça les touchait trop, quoi. C'était un petit peu de la France, voilà. C'était exceptionnel. Et j'ai pu en donner aussi à toutes ces personnes que je croisais sur mon trajet, le garagiste, le vendeur d'empanadas qui nous a dit à quel point on allait lui manquer, etc. Et certains, mais oui, ce garagiste ou ce gardien d'immeuble qui m'a exprimé vraiment une gratitude immense. On s'était presque jamais parlé, en fait. Je lui ai donné à la fin cette tour Eiffel, cette médaille, et il m'a serré les mains avec une très grande douceur et comme l'expression d'une profonde gratitude en fait, je t'attendais tous les jours, quoi, que tu passes. Et voilà, donc c'était une belle conclusion par ce petit geste, de cette relation et de cette mission. Je rentre avec des petits biens matériels, mais surtout le cœur vraiment élargi, je pense, de l'amour donné et reçu là-bas. Encore une phrase du cérémonial Guy Déné, en fait, mais qui a pris son sens là-bas. C'était « La vie est belle de tous ces instants et de l'amour que tu mets dans chacun de tes actes, même le plus petit. » Là-bas, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, c'était petit, mais c'était plein d'amour. Merci Anaëlle pour ce récit aux 1000 couleurs d'une maison de retraite colombienne. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager l'épisode sur vos réseaux. Et si la mission vous tente, rendez-vous sur le site partir.fidesco.fr. Le mois prochain, nous nous dirigeons vers une grande île au large de l'Afrique. Direction Madagascar, où nous attend Gwenaëlle en mission dans un foyer pour personnes handicapées. À bientôt!